et bienvenue dans Un Monde Sain, l'émission qui a pour but de révolutionner votre santé. À mes côtés pour présenter cette émission, nous avons Anne, coach de santé et que vous retrouvez sur le site Veggie Magnifique, Anne-Marie, nutritionniste à la clinique Renversante et le docteur Neil Barnard, fondateur du PCRM ou le Comité des médecins en français. Docteur Neil Barnard, vous serez dans quelques instants aux côtés de notre invité, le docteur Dean Ornish. Alors Neil, votre relation avec Dr Ornish ne date pas d'hier. Depuis combien de temps le connaissez-vous? Oui, j'ai rencontré le Dr Dean Ornish pour la première fois en 1990 lorsque son étude de Lifestyle Heart Trial était en cours. Et j'ai rencontré aussi tous les participants de l'étude qui m'ont dit à quel point ils appréciaient l'alimentation saine qu'ils suivaient. C'est génial. Et je sais aussi que le Dr Dean Ornish a beaucoup affecté ta carrière aussi, Anne-Marie. Est-ce que tu aimerais bien partager un peu cette histoire? C'est drôle parce qu'en 1990, quand Dean Ornish a sorti son étude, je sortais à peine de l'université. Moi, j'ai gradué en décembre 89. Alors, ça faisait très peu longtemps que j'étais nutritionniste quand j'ai entendu parler que l'athérosclérose pouvait être réversible. J'ai trouvé que c'était une nouvelle extraordinaire et je me suis dit qu'à partir de là, j'allais aider les gens à renverser leur maladie cardiovasculaire. Alors, je me suis dédiée à ça et j'ai fait un peu comme Dean Ornish, j'ai créé un programme éducatif dans les années qui ont suivi pour aider les gens à renverser leur maladie cardiovasculaire. Donc, pour moi, ça a été un point tournant dans ma carrière, l'étude de Dean Ornish. Ensuite, on passe à l'interview avec notre invité, Dr Dean Ornish, menée par Dr Neil Barnard. Le Dr Dean Ornish a révolutionné la médecine lorsqu'il a démontré que les maladies cardiaques ne peuvent non seulement être prévenues, mais surtout être guéries. Ensuite, ces études ont donné des résultats d'une importance cruciale pour le cancer de la prostate et d'innombrables autres maladies. S'il y a un message qui ressort de ces recherches, c'est que le corps a une remarquable capacité de guérison. Dr. Ornish, bienvenue dans le programme. Great to be here, Dr. Barnard. Thank you for having me. Les maladies cardiaques sont souvent traitées avec des médicaments et par la chirurgie. Qu'est-ce que vous a donné l'idée que les maladies cardiaques peuvent être traitées par un changement de régime et de mode de vie? Well, you know, drugs and surgery can be life-saving when used appropriately, but in the case of heart disease, they were often using bypass surgery and later stents and angioplasties to treat it. And they don't really treat the cause. They literally and figuratively bypass it. Sometimes when I lecture, I'll show a cartoon of doctors busily mopping up the floor around a sink that's overflowing, but nobody's turning off the faucet. It's like, how long do I have to mop up the floor? Like forever. Like, well, how long do I have to take these medications to lower my cholesterol and my blood pressure and my blood sugar and to help my heart? Like forever. Well, why don't we treat the cause? Why don't we turn off the faucet? And the cause are really, to a much larger degree than we had once realized, are the lifestyle choices we make each day. What we eat, how we respond to stress, how much exercise we get, and how much love and support we have. So I was learning how to do bypass surgery when I was in medical school with Dr. Michael DeBakey, who was one of the people who invented the procedure. And we'd cut people open, we bypass their clogged arteries, he'd send them home, and he'd tell them they were cured. And then more often than not, they would go home and do all the things that caused the problem in the first place. They'd, smoke cigarettes and eat junk food and not manage stress and not exercise. And more often than not, the new bypasses would clog up. So they'd come back and we'd cut them open again, sometimes 2 or 3 times. So for me, bypass surgery became a metaphor that we were literally just bypassing it without also treating the cause. So I wondered what would happen if we really did treat the cause. So I went to the library and began to read kind of voraciously and found that in dogs and cats and pigs and rabbits and monkeys, you could cause them to get heart disease if you fed them an unhealthy diet and stress. And you could reverse it if you change those things. And I thought, well, why should people be any different? And so I did a pilot study at that time of 10 men and women, put them in a hotel for a month, put them on this program, and most of them got better. And they not only felt better in terms of their chest pain going away, but the blood flow to their heart improved. And then based on that, we did a series of randomized trials showing for the first time that, as you say, our bodies often have a remarkable capacity to begin healing if we can treat the cause. And the cause, more often than not, are the lifestyle choices that we make each day. And we publish these in the leading peer-reviewed journals. And over time, Medicare agreed to cover
my Reversing Heart Disease program, first in hospitals and clinics, and now they're covering it virtually. So now we can reach people in all 50 states wherever they live, and that'll really help reduce health disparities and health inequities as well. Y a-t-il des personnes dont les expériences vous ont particulièrement ému? There are. You know, one of the biggest obstacles that I find, and I'm sure you do too, is that people think, oh, you know, diet and lifestyle, that's kind of boring. How powerful could that be? You know, it's got to be a new drug, a new laser, a new surgical procedure, a device, something really, you know, high-tech and expensive to be powerful. And I think our unique contribution has been to use these very high-tech, expensive, state-of-the-art scientific measures to prove how powerful these very simple and low-tech and low-cost interventions can be. And probably the ultimate example of technology and heart disease is a heart transplant. And we have a number of patients whose heart disease was so bad, they were told that only a new heart could save them. And one guy, I'd like to show you just a 1.5-minute video, is an internal medicine doctor himself, had a massive heart attack, and again was told that only a new heart could save him. And so while they were looking for a donor, he went through my Reversing Heart Disease program at UCLA in Los Angeles for 9 weeks to get in better shape for the heart transplant surgery. But his heart disease improved so much during that time, he didn't need the heart transplant. So like, what's the more radical intervention here? A new heart, or eat well, move more, stress less, love more? So let me show you his example. So the situation I'm describing here is of an internal medicine doctor who started a new chapter in his life with his wife, moving to Lake Arrowhead, having just opened a private practice office after all of our kids went to college and we could relocate. And just as this was ramping up, we had a horrible car accident which precipitated a heart attack that dropped my cardiac functioning down to basically 11 to 13 or 14, 15% of what it should have been, which resulted in intractable chest pain, angina, trouble breathing, inability to walk from room to room, go upstairs without being carried. I was offered a heart transplant as the only way to stay alive. And at the 11th hour, I entered the Ornish program, which provided me with an entire paradigm shift with respect to stress management, exercise, diet, nutrition, and despite not believing it myself and having other physicians who didn't believe in it either, it worked beyond my wildest dreams. I'm now able to exercise moderately. I can work full-time. I can live at 6,000 feet. And our quality of life is actually better than it was before. I'll even let him take my lipstick off. Can you believe this is my wife? Diriez-vous que les changements que vous recommandez sont faciles à faire? First of all, it's not all or nothing. You know, the more you change, the more you improve at any age, which is a really empowering message for people to know. If you're trying to reverse a life-threatening condition like heart disease, it really is pretty much all of it, because it's like ounce of prevention, pound of cure. It takes a lot to reverse a chronic disease. That's why we were the first to show that, because most people didn't go far enough. But if you're just trying to stay healthy, lose a few pounds, get your cholesterol or weight or blood pressure down, the more you change, the more you improve. And what matters most is your overall way of eating. But, you know, there's this idea that turns out not to be true, that small gradual changes are easy and big rapid changes are difficult, if not impossible. And yet, if you look at the statistics, only about a third of people who are prescribed statins, cholesterol-lowering drugs, are taking them after just 4 to 6 months. And there have proven benefit in people with heart disease, and it's just taking a pill once a day. But most people aren't taking them. And why is that? And especially, you know, most insurance companies cover it, so it doesn't even cost people anything. And the reason is that that the statins don't make you feel better. It's like, take this pill to prevent something really bad from happening years down the road, like a heart attack or stroke that you don't want to think about, so people stop thinking about it. I mean, for a month after someone's had a heart attack, they'll do pretty much anything their doctor says, but they generally stop doing it because, you know, we all know we're going to die. It's just a question of when, but we don't like to think about it. So fear is not really a sustainable motivator. What is sustainable are joy and pleasure and love and feeling good. And the paradox is that sometimes when you make really big changes in your diet and lifestyle in a lot of different things at the same time, it's actually easier. And the reason is that you feel so much better so quickly when you make big changes. When you make big changes, you get big benefits, that it reframes the reason for making these changes from fear of dying to joy of living. You know, the chest pain, for example, goes away in most people within a few weeks.
And for someone who can't, walk across the street without getting angina or chest pain, or make love with their spouse, or play with their kids, or go back to work without pain, and within a few weeks they're able to do all those things, they often say things like, I like eating junk food, but not that much, because what I gain right now is so much more than what I give up. And these biological mechanisms that affect our health are so dynamic. You can get better quickly and you can get worse quickly, that most people can show they improve so much in areas that really matter to them so quickly. They connect the dots between what they do and how they feel. They say, oh, when I do this, I feel good. When I do that, I don't feel so good. So let me do more of this and less of that. And because it comes out of their own experience, and they really know. And that's really what it comes down to, is what you gain. If what you gain is much more than what you give up, then those changes are sustainable. And that's what happens when you make these lifestyle changes. Parlez-nous de vos recherches sur le cancer de la prostate. Well, the book that just came out in paperback, Undo It, puts forth this new unifying theory. And over the last 44 years of doing these studies, we found these same lifestyle changes: a whole foods plant-based diet that's low in fat and sugar, moderate exercise like walking a half an hour a day, meditation and other yoga-based stress management techniques, and love and support, support groups, or spending more time with your friends and family. Eat well, move more, stress less, love more, could reverse a wide variety of chronic diseases. And I was wondering, why is it that these same lifestyle changes can affect so many different diseases? We found that heart disease could be reversed for the first time, but also type 2 diabetes, high blood pressure, high cholesterol. We did the first randomized trial that showed that these same lifestyle changes could stop or even reverse the progression of many men who had early stage prostate cancer. And what's true for prostate cancer will likely be true for breast cancer as well. And we're now in the middle of doing the first randomized trial to see if these same lifestyle changes might stop or reverse the progression of early stage Alzheimer's. Quelles sont les principales leçons que les gens doivent retenir de vos recherches? I guess the main lesson is to empower yourself, because if we're just a victim of bad genes or bad fate or bad luck or bad karma or whatever, what can you do, right? But I guess the message of all of these years of work, and why I'm still so passionate about it as you are after so many decades of doing this, is that I've seen what a powerful difference these simple changes can make. Not just in living longer, but living better, how much better you can feel. And that's really the message I want to give people, is to empower you so you understand that, yes, genes do play a role, but in most cases, our genes are just a predisposition. Our genes are not our fate. And if we're willing to make big enough changes, we can often overcome that. And, don't believe me, one of the reasons I do these research studies, even though they're very hard and they take a long time to do, is that properly done and published in the leading peer-reviewed journals, which we've done, we can redefine what's possible, and thereby doing so can often give many people new hope and new choices. And heart disease is a good example of that. When we were doing our studies on heart disease, the conventional wisdom was that the best you can do once you've got heart disease is just you'll get worse more slowly, to slow down the rate at which you get worse. But again, it's ounce of prevention, pound of cure. If you make big enough changes, you can often stop and even reverse it. And what's good for your heart is good for your brain. I think we're at a place with Alzheimer's very reminiscent of where we were with heart disease 40 years ago. In other words, the less intensive lifestyle interventions help to slow the rate at which people get dementia. Our hypothesis is that maybe more intensive ones might even stop it or reverse it. So stay tuned. Merci, Dr. Ornish. It's a great pleasure. To me, awareness is always the first step in healing. And Neil, you're doing such a great job at raising awareness, and my hat's off to you. Thank you, my friend. Merci, Dr. Barnard et Dr. Ornish. Une interview qui démontre une fois de plus de l'importance de nos actions quotidiennes sur notre santé. Le Dr. Dean Ornish a parlé de l'importance d'un régime faible en gras, et Anne-Marie va maintenant expliquer ce que l'on entend par mauvais gras, un terme souvent utilisé mais pouvant parfois prêter à confusion. Anne-Marie, c'est à toi. Alors, merci beaucoup, Noémie. Effectivement, premièrement, il y a beaucoup de fausses croyances autour des mauvais gras sur le web. Alors, c'est pour ça que je trouvais ça important de faire une mise à jour sur les mauvais gras. Et on parle ici de gras saturés. Alors, j'ai mis quelques images ici. Quand vous voyez des gras qui sont solides à température pièce comme ça, ce n'est pas un bon signe. Alors, il faut vraiment préciser qu'il y a un consensus actuellement au niveau scientifique. Tout le monde s'accorde pour dire que les gras saturés sont des vilains gras. Alors ici, on dit que la totalité des évidences actuellement démontrent de façon vraiment claire que les gras saturés augmentent l'incidence des maladies cardiovasculaires.
Alors, on voit ici que les gras saturés sont à côté des gras trans en termes de dangerosité. Alors, on le sait que les gras saturés augmentent le cholestérol LDL, favorisent l'athérosclérose, mais ce n'est pas tout. Les gras saturés augmentent aussi la prévalence du diabète. Ça augmente les risques de faire un foie gras, une stéatose hépatique. Ça augmente aussi les risques de nous mener vers la démence. Ça risque aussi d'augmenter la dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre au niveau de notre microbiote, et on s'expose même un peu plus à certains types de cancers. Mais combien on doit en consommer de gras saturés, donc le moins possible, et l'American Heart Association recommande un maximum de 5 à 6 % de nos calories sous forme de gras saturés. Alors, ça veut dire quoi, ça? Sur un régime d'environ 2000 calories, ça représente 12 grammes de gras saturés par jour, ce qui veut dire, grosso modo, 4 grammes de gras saturés par repas. Alors, je voulais vous montrer quelques exemples, comment repérer la quantité de gras saturés sur les étiquettes. Je fais juste un petit avertissement ici. J'ai utilisé des produits du Québec. Alors, c'est sûr que plusieurs peut-être les reconnaîtront pas, mais vous avez les versions équivalentes partout dans le monde. Alors ici, à votre gauche, nous avons un burger, une boulette de steak haché, donc faite avec du vrai bœuf. Alors, vous voyez ici déjà qu'on a 10 grammes de gras saturés par boulette. Donc, déjà, on dépasse de façon excessive l'apport en gras saturés, sans compter qu'en plus, il y a du gras trans qui vient avec et du cholestérol. Alors, si on va déjà vers un Beyond Burger, on s'en va dans la bonne voie, dans le sens qu'il y a un peu moins de gras saturés. On parle de 6 grammes. Il n'y a pas de gras trans et pas de cholestérol. Mais on pourrait faire encore mieux et aller vers un burger fait à base de légumineuses, comme celui-ci. Alors, ici, on voit seulement 0,5 grammes de gras saturés, aucun gras trans et aucun cholestérol. Si en plus, on rajoute une tranche de fromage dans notre burger, alors un tout petit morceau de fromage de 21 grammes, c'est minuscule comme quantité, on rajoute encore là un autre 4 grammes de gras saturés, du gras trans et du cholestérol. On a maintenant sur le marché beaucoup d'alternatives de fromage, mais malheureusement, ils contiennent souvent de l'huile de coco, qui est aussi très riche en gras saturés. Alors, on a encore quand même 4 grammes de gras saturés, malgré qu'il n'y a plus de gras trans et de cholestérol. Mais on pourrait faire mieux. Alors, on pourrait aller vers des fromages qu'on appelle très souvent, qui n'ont pas de gras d'huile de coco. Alors ici, vous voyez, ce fromage-là ici est fait avec du cachou, pas d'huile de coco, et on a seulement 1 gramme de gras saturé, donc 4 fois moins que l'équivalence avec huile de coco. Et si, en plus de notre burger, on termine notre repas avec un yogourt à base de lait de vache, on rajoute un autre 5 grammes de gras saturé avec d'autres gras trans et de cholestérol. Bon, on retrouve aussi des yogourts à base de coco sur le marché qui contiennent aussi des gras saturés. Alors, c'est pour ça que c'est mieux de toujours choisir les versions à base de soya ou autres végétaux qui sont beaucoup moins riches en gras trans. Ici, on voit encore 0,5 grammes de gras saturés, aucun gras trans, aucun cholestérol. Alors, vous voyez l'importance d'être vigilant et je vous conseille d'être à l'affût et de vérifier la quantité de gras saturés qui se trouve sur les aliments que vous avez à l'épicerie. La Chine traditionnelle a été associée à une alimentation plutôt végétarienne, souvent pour des raisons religieuses. Mais la demande de viande dans le pays demeure en forte croissance. Un peu à contre-courant de cette vague, la Société végane de Chine a lancé un programme de certification alimentaire China Vegan Food Certification, ou CVFC, qui vise à normaliser les certifications végétaliennes dans le pays. Différents types d'entreprises peuvent recevoir cette certification, que ce soit des restaurants, des producteurs agricoles, des entreprises alimentaires ou encore des commerces en ligne. On peut dire « cher la Chine ».
Merci Anne-Marie, merci de nous indiquer ces aliments. On ne sait pas toujours qu'ils contiennent des gras saturés, mais aussi de nous donner leur version plus saine. On enchaîne avec Anne qui va nous parler de la diète ou du régime Portfolio. Aujourd'hui, on parle du régime Portfolio, c'est-à-dire comment ajouter des aliments à effets spéciaux dans votre alimentation. Bonjour les amis, c'est Anne de Veggie Magnifique, le blog et la chaîne YouTube qui partagent un mode de vie sainement vegan. Alors qu'est-ce que c'est que ce régime Portfolio et quels sont les effets spéciaux? En gros, c'est un plan d'alimentation basé sur les preuves pour réduire le cholestérol et donc réduire votre risque de maladie cardiaque. Alors tout a commencé avec le docteur David Jenkins à l'université de Toronto qui a découvert un portfolio d'aliments qui pouvait accentuer l'effet hypocholestérolémien d'un régime à base de plantes. La clé est la suivante. En plus d'éviter les produits d'origine animale, ainsi que les aliments huileux, bien sûr, vous privilégiez les aliments suivants pour obtenir des résultats encore plus spectaculaires. Alors voici nos aliments vedettes. Les aliments visqueux. Visqueux. Oui, et l'eau, les fibres. Donc l'avoine, les haricots, les lentilles, les baies, les miam-miam marché orge. Vous pouvez aller à fond avec ces aliments. Ensuite, les protéines végétales. Le lait de soja, le tofu, le tempeh, les haricots et autres viandes à base de soja, comme les veggie burgers. Et les noix et les graines. Ajoutez simplement une poignée de votre noix préférée sur votre salade ou sinon vous pouvez mettre une cuillère à soupe de votre purée d'oléagineux préféré sur votre porridge le matin et ça fera l'affaire. Maintenant, je vais partager un plan de repas simple pour une journée riche en bienfaits de ces aliments Portfolio. Alors tout d'abord, le petit déjeuner. Alors optez pour les flocons d'avoine avec des baies et une purée d'oléagineux que vous préférez. Et au-dessus, mettez du lait de soja délicieusement crémeux. Alors si vous n'aimez pas les flocons d'avoine en soi, vous pouvez faire des crêpes d'avoine. Vous mettez de l'avoine, des bananes, ainsi que le lait de soja, un peu de levure et vous faites vos propres crêpes délicieuses. Et puis tartinez-les avec le beurre de cacahuète et c'est quand même magique. Le déjeuner. Alors pour le déjeuner, on va faire des quesadillas à l'hummus. Hummus, du maïs, des haricots noirs. ¡Qué rico los amigos! Pour le dessert, un yaourt, noix de cajou ou soja avec des baies. Alors le 4 heures, vous ne pensiez pas que j'allais oublier l'heure de goûter, hein? Jamais. L'une de mes collations préférées, c'est le houmous avec des bâtonnets de carottes. C'est facile et c'est bon. Mais si ce n'est pas votre truc, vous pouvez aussi faire un smoothie banane-fraise avec un peu de vanille, le lait de soja et le tofu soyeux. Alors pour le dîner, les possibilités sont infinies et remplies de légumineuses, mais je vous recommande un délicieux burger thaïlandais à la cacahuète, fait avec du quinoa, des pois chiches et bien sûr des cacahuètes. Et puis pour le dessert, on va faire des cookies de Devonshire de Veggie Magnifique. Après avoir mangé ces aliments Portfolio, vous aurez peut-être envie de courir partout comme un super-héros. Alors ne me dites pas que je vous ai pas prévenu. Prends ça, cholestérol. Pam, pam, pam. Ensuite, on va parler de l'impact des œufs avec le Dr. Neal Barnard. Est-ce que les œufs sont merveilleux ou pas? Les œufs sont la nourriture quotidienne de beaucoup de personnes. Mais en ce qui concerne la santé, il y a deux choses potentiellement mauvaises dans les œufs. Le jaune et le blanc. Les œufs contiennent énormément de cholestérol qui se trouve dans le jaune. Lorsque l'on mange un œuf, le cholestérol est absorbé par l'organisme et augmente la quantité de cholestérol dans la circulation sanguine, ce qui entraîne un risque accru d'avoir des problèmes cardiaques. En général, l'effet du cholestérol alimentaire sur le taux de cholestérol sanguin
n'est pas aussi important que celui des graisses saturées dans les aliments. Mais les œufs contiennent les deux. Par exemple, 2 œufs contiennent 350 mg de cholestérol et 3,2 g de graisse saturée. Le blanc d'un œuf est constitué de protéines. Jusqu'à récemment, les diététiciens pensaient que ces protéines étaient bénéfiques, mais il est maintenant clair que les protéines animales ne sont pas aussi saines que les protéines végétales. Plus les gens mangent des protéines animales, plus ils risquent de mourir prématurément. Des chercheurs de Harvard ont découvert que plus on substitue des protéines animales avec des protéines végétales, plus on peut vivre longtemps. Donc, on sait que les œufs ne sont pas merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour remplacer les œufs? Je sais que pour ma part, il y a beaucoup de substitutions, mais dans la pâtisserie ou même des crêpes, par exemple, la farine de pois chiche, ça peut faire l'affaire. Et aussi, Just Egg, aux États-Unis, il y a un produit qui fait œuf, qui s'appelle Just Egg aux États-Unis en tout cas, et ça remplace directement l'œuf. Et pour toi, Noémie, qu'est-ce que tu aimes bien utiliser pour remplacer les œufs? Il y a plein de façons et moi, comme toi, je suis fan de pâtisserie. Et il y a 1001 façons vraiment. Par exemple, la compote de pommes va permettre de lier les ingrédients ensemble. Donc, c'est un bon substitut. Alors, pas dans tout, forcément. Il faut adapter. Par exemple, dans les gâteaux moelleux, la compote de pommes, la purée de banane ou les graines de lin moulu, les graines de chia aussi dans les cookies, par exemple, sont de super substituts. Neil, quant à toi, quel est ton substitut préféré? Pour le petit déjeuner, j'aime le tofu brouillé, mais avec un peu de levure nutritionnelle. Super, pour un petit goût fromage. Oui, exactement. Alors, sans transition aucune, puisque nous parlions des œufs, eh bien, nous vous proposons une recette de tofu brouillé, le substitut préféré de Neil. Le tofu brouillé est nutritif, il est délicieux et il se prépare très, très rapidement. Vous pouvez l'accompagner de légumes tels que des poivrons rouges, des épinards et des légumineuses comme l'haricot blanc, par exemple, pour un repas complet, que ce soit pour le petit déjeuner, le déjeuner ou le repas du soir. Voici la recette. Voici un indispensable du brunch, le tofu brouillé. Pour cette recette, utilisez 400 g de tofu ferme. Égouttez bien le tofu avant de l'utiliser pour éliminer l'excès d'eau en l'enveloppant dans une serviette en papier et en le pressant légèrement. Émiettez grossièrement le tofu dans un saladier. Ajoutez une cuillère à café de curcuma en poudre, une cuillère à café d'ail en poudre. Mettez-y aussi du paprika, une demi-cuillère à café, un peu de sel et du poivre pour assaisonner le tout. Mélangez puis ajoutez environ 45 g de lait végétal, d'avoine, de riz, de soja selon votre choix, 2 cuillères à soupe de levure nutritionnelle. Utilisez une poêle anti-adhésive pour éviter que le tofu ne colle à la poêle. Ajoutez le tofu et faites revenir pendant environ 5 minutes. J'accompagne mon tofu brouillé d'un peu de verdure en mettant du kale dans un bol, un peu de sauce au tahini super onctueuse, attention de ne pas tout renverser, qui consiste donc tout simplement à mélanger 2 cuillères à soupe de tahini, 1 cuillère à soupe de sauce au soja, un peu de levure nutritionnelle, mettez-en autant que vous voulez, et ensuite, n'ayons pas peur, mettons-y les mains pour massager le kale et faire en sorte qu'il soit super onctueux. Dans une assiette, je dispose mon tofu brouillé, je n'attends pas trop longtemps après la cuisson pour le déguster. Je l'accompagne bien entendu de ma salade kale et voilà une assiette riche en protéines, en fibres, en vitamines et en minéraux, de quoi se régaler. Merci beaucoup, Noémie. Donc, je réalise qu'il y a beaucoup de fans du tofu brouillé parmi l'équipe. Alors, moi aussi, j'adore et on peut tellement le varier. Mais une façon intéressante de lui donner un kick encore plus de goût d'œuf, c'est de lui rajouter du sel Kalanamak. C'est vraiment un sel qui a un goût de soufre et qui va vraiment chercher la senteur et le goût de l'œuf. Alors, pour ceux qui veulent avoir une ressemblance encore plus grande, je pense que ce sel-là peut être d'une grande utilité. Comment ça s'appelle, Anne-Marie? Le sel Kalanamak. Kalanamak. C'est un sel noir, mais une fois moulu, il est rose. Alors, on peut l'avoir soit moulu ou non moulu. OK. Et pour moi aussi, j'ajoute un peu de tahini
et le lait de soja pour que ça devienne un peu crémeux dans mon tofu brouillé. J'aime bien ça. Alors voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et j'espère que ça vous a donné plein d'idées. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Voici ce qui vous attend la prochaine fois sur Un Monde Sain. Tout le monde sait que c'est une bonne idée de manger des aliments sains. Mais à quel point les aliments sont-ils capables d'influencer la santé? Dans quelle mesure peuvent-ils réellement prévenir les maladies? Ce livre est un condensé de ce que vous auriez voulu dire à vos patients avant qu'il ne soit trop tard. Ces 4 piliers-là, même si très simples, sont très puissants. Nous pourrions, en suivant ça, prévenir 80% des crises cardiaques, 80% des AVC, 80% des diabètes, 40% des cancers. J'aimerais vous partager 8 grandes qualités que les végétaux ont. Les végétaux apportent aussi beaucoup de certaines vitamines et minéraux qui sont souvent manquants dans l'alimentation occidentale traditionnelle. Je vous recommande vivement de regarder ce documentaire qui m'a changé ma vie perso et aussi de tant d'autres. Nous avons hâte de vous revoir. Pour ne rien manquer, suivez le Comité des médecins sur Instagram et Facebook.